on va enchaîner avec la seconde conférence, avec une approche différente, avec la solution EdTech innovante qui sont venues des équipes de l'école O'Clock. Donc bienvenue à Sébastien Lemoine, enseignant à l'école O'Clock, et à Dario Spagnolo pour la solution de classe virtuelle Sleeper. Pardon. Bonjour, merci. On va effectivement résolument changer de sujet. Ouais. Super. Je vais prendre la parole quelques secondes très rapidement, juste en guise d'introduction. Je vais surtout laisser parler Sébastien avec son expérience en tant que formateur, même s'il aujourd'hui est responsable pédagogique, mais il va surtout parler de son expérience en tant que formateur. Donc je suis Dario Spagnolo, je suis président et cofondateur de ces deux entités que vous allez voir, qui sont apparentées, qui sont O'Clock et Sleepers. Et je suis un décrocheur scolaire, je suis autodidacte et un grand passionné de numérique depuis que j'avais 7 ans. Et j'ai toujours essayé de trouver un moyen de mettre la technologie et le numérique au service de l'éducation, et en particulier de l'éducation de ceux qui en ont le plus besoin. Donc des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap, des personnes en reconversion professionnelle tout simplement, ou qui ont eu, comme moi, des parcours pas très linéaires, voire pas très longs. Donc ça, c'est ce qui a guidé voilà, tout ce que j'ai pu entreprendre depuis mon plus jeune âge, et en particulier depuis 2017, quand j'ai eu l'idée de créer à la fois O'Clock, mais aussi Sleepers, vous allez voir, donc la solution de classe virtuelle. Juste pour vous donner un tout petit peu de contexte, O'Clock a été lancé en 2017 avec une ambition, c'était de former au métier de la tech des personnes éloignées de l'emploi dans un format 100% à distance. Mais vous allez voir, ce n'est pas la formation à distance qu'on imagine habituellement. On est avant le Covid et l'idée, ce n'était pas du tout de créer des MOOC ou des formats d'e-learning asynchrone qui, à mon sens, génèrent trop d'abandon, en tout cas par rapport aux cibles que je visais, par rapport aux contraintes parfois un peu philosophiques que je m'imposais. Et donc, je laisserai Sébastien parler de ce format pédagogique. Aujourd'hui, on a formé plus de 5000 personnes, principalement à des formations de développeurs sur des durées supérieures à 6 mois. Et c'est important aussi de retenir que ce sont des formations qui sont relativement longues, tout en étant 100% à distance. Et donc, cet écosystème est porté par une équipe formidable d'environ 130 personnes. On est tous en télétravail, on travaille tous à distance. Et donc, on n'est pas plus basé à Lyon qu'à Marseille, à Paris ou à Rouen, mais on est un peu partout. Je laisse Sébastien avec en vous livrant une dernière conviction, un peu provoque, je le sais, mais que je vous propose d'accepter le temps des 15-20 prochaines minutes. Avec la bonne technologie et avec la bonne méthodologie, et la méthodologie est au moins aussi importante que la technologie, on peut créer des expériences de formation à distance qui sont plus engageantes que des formations en présentiel. Ça, c'est mon parti pris, un petit peu provoquant, mais je fais confiance à Sébastien pour en faire quelque chose. Et je reprendrai la parole juste après en guise de conclusion. Merci Dario. Hop là. Hop. Alors, enchanté. Moi, c'est Sébastien Lemoine, donc je suis aujourd'hui responsable pédagogique pour l'école O'Clock. Mais il faut savoir qu'avant ça, avant cette magnifique opportunité qui m'a été offerte, j'ai eu la chance d'officier en tant que formateur pendant plusieurs années, et notamment en particulier avec O'Clock. Alors à la base, moi j'ai commencé en tant que formateur en présentiel sur du BTS, des BTS SEO, donc toujours dans le développement. J'ai toujours été, moi aussi, comme Dario, baigné dans la tech. Donc beaucoup de développement, de l'administration de système, tout ça. Et est arrivé le Covid, où on m'a dit, toi, formateur présentiel, tu vas devoir t'adapter et commencer à faire du distanciel. Alors à l'époque, moi, avec mes gros préjugés, je me disais, le distanciel en formation, ça va être un peu décourageant.
Et la première expérience que j'ai pu vivre au travers de ce fameux Covid, bah, ça a été, comme j'imagine beaucoup de formateurs à l'époque, où on s'est dit on va se mettre à Discord. Hein, Discord, cette fameuse solution utilisée par les gamers pour se retrouver autour de leurs meilleurs jeux vidéo, et on va s'en servir et le transformer en plateforme pédagogique. Premier constat, échec cuisant. En toute transparence, si j'avais 10% de mes apprenants qui étaient vraiment attentifs à ce que je racontais, c'était une victoire. Et de là, j'ai découvert O'Clock qui faisait cette pédagogie en distanciel déjà depuis très longtemps, depuis 2017. Et là où moi je croyais que le distanciel ça arrivait à cause du Covid, en fait non, il y avait des écoles comme O'Clock qui avaient mis ça en place depuis déjà plusieurs années et qui visiblement avaient un modèle qui fonctionnait. Donc après cette fameuse période de Covid, je me suis dit on va essayer O'Clock, je vais postuler chez O'Clock. On m'a offert ma chance chez O'Clock. Et j'ai découvert le monde merveilleux de ce que c'est réellement que la pédagogie en télétravail. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous dire que le distanciel n'est vraiment pas une cause de décrochage si on y met, comme le disait Dario juste avant, les moyens en termes d'accompagnement, donc la méthode, et si on utilise les bons outils. Hop là. Donc, je disais la méthode. Donc, la méthode O'Clock, elle fonctionne au travers d'un binôme. Donc, sur chaque promo, on va avoir le formateur qui va donner son cours. Et on va avoir le tuteur qui a pour charge de suivre le groupe tout au long de la formation. Alors, tout au long, pas tout à fait. En fait, il va suivre le groupe même avant. Puisque l'un des axes majeurs qui va ancrer l'apprenant dans sa formation, c'est son confort. Son confort parce que quand on arrive sur une formation, qu'on est chez soi, qu'on n'a pas de contact avec notre formateur, qu'on n'a pas de contact avec les équipes, qu'on n'a pas de contact même avec les camarades de promo, avec les apprenants qui sont avec nous, eh bien, c'est souvent là qu'on décroche, parce qu'on est seul. Et tout l'intérêt de la méthode O'Clock, c'est justement de faire en sorte que nos apprenants ne soient jamais seuls. Comment on fait ça ? Déjà, on les prépare. Avant même d'entrer en formation, on met en place ce qu'on appelle, nous, la S0. La S0, pour une petite référence à la saison 0 d'une série. Donc c'est avant même que la série ne commence, on va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Quels sont les outils auxquels vous allez être confrontés? Qui sont les membres de l'équipe qui vont être en contact avec vous en permanence? Quels sont les gens qui vont suivre la formation avec vous? Et tout ça, on fait ça au travers d'outils de communication instantanés, Slack et compagnie. Ça, c'est la base de l'accompagnement. Mais ça veut dire qu'avant même d'entrer en formation, vous êtes déjà dans la famille O'Clock. On en profite également pour faire tout ce qui sera test technique. Il est ultra inconfortable dans une formation qui va durer 6 mois que des problématiques techniques viennent encombrer votre formation. Une formation, nous on travaille beaucoup dans la reconversion professionnelle, donc forcément c'est quelque chose de nouveau. Parfois ce sont des gens qui sont très écartés, soit de l'emploi ou en plus qui n'ont pas suivi de cours depuis longtemps. Et donc, il est important pour eux de pouvoir se concentrer sur le strict objectif d'obtenir et de réussir la conversion. Et donc, pour ça, il ne faut pas se retrouver empiété dans des problèmes techniques, d'outils et compagnie. Donc voilà, ça c'est tout l'intérêt de cette S0, c'est de rendre confortable la formation. À partir de ce moment-là, déjà, on se sent investi, on se sent encouragé par les équipes, par les camarades de promo. Voilà, il y a toute une émulsion qui naît de ce point-là. La deuxième étape, c'est pendant la formation. Alors, il faut savoir que chez nous, on s'organise autour donc de ce fameux binôme formateur-tuteur. Alors, il faut savoir que les formateurs tournent, parce qu'on est tous plus ou moins guéris dans certains sujets, donc forcément, on essaye de tourner.
Voilà, les formateurs. Donc, par exemple, je vais prendre la promo pendant 9 jours, et puis un autre formateur prendra la promo les 9 jours suivants. Sauf que entre ces deux phases, donc entre les deux phases d'enseignement, on a mis en place un petit process qui va nous permettre de faire le suivi des décrochages. Ce suivi, comment il s'opère? Il s'opère en essayant d'identifier les apprenants qui ne participeraient pas. Alors, je parlerai de comment on vérifie qui participe et qui ne participe pas juste après. Mais une fois qu'on a pu identifier ces éléments décrocheurs, l'objectif, c'est la mise en place de plans d'action. Alors pour ça, on a plusieurs méthodes. On a un métier, on a créé un métier autour de ça. C'est le métier du conseiller parcours apprenant. Voilà, en cas de difficulté, que ce soit dans la vie perso, que ce soit dans l'organisation du travail, eh bien, on peut faire intervenir cette personne pour conseiller l'apprenant et individualiser sa formation. Maintenant, comment on gère le deuxième point, qui va être l'interactivité, puisque pour qu'un apprenant se sente en contact avec sa formation, il faut que le public qui participe, les acteurs qui participent à cette formation, restent en contact avec lui. Et bien pour ça, on utilise donc une plateforme qui a été développée avec l'idée de Dario, à ne pas confondre avec une visioconférence. C'est un peu le pourquoi de l'échec de ma petite expérience sur Discord dont je vous ai parlé au début. C'est que Discord, à l'époque où on l'a utilisé pour le transformer en classe virtuelle, ne possédait pas les outils nous permettant de vérifier que tout va bien. Donc est né de cela Sleepers. Sleepers qui est une solution que j'ai pu utiliser pendant plusieurs mois au sein de l'école O'Clock, et qui m'a fourni et qui m'a convaincu que le 100% distanciel n'était pas du tout un synonyme du décrochage. À l'heure actuelle, si ma mémoire ne me joue pas des tours, on est sur un taux de décrochage de l'ordre de 3%. Sur une formation 100% distancielle, c'est plutôt de très bons chiffres. Donc, Sleepers, comment ça se comporte? En fait, ça se comporte un peu, et en fait, c'est un peu comme ça que je définis mon métier, enfin que je définissais mon métier. Je définissais mon métier de formateur chez O'Clock comme étant, en fait, je suis streamer. Vous connaissez peut-être Twitch, YouTube. Voilà, je stream. Mais au lieu de streamer ma dernière partie de Mario Kart, je vais vous streamer mon code. Je vais vous streamer mon code et comment je crée mon code et comment je deviens un professionnel du code. Voilà ce que c'est que l'expérience Sleepers. Et c'est vraiment le point d'ancrage qui va nous permettre de créer de l'interactivité. Comment ça marche? C'est très simple, comme vous pouvez le voir, il y a une très jolie interface avec de quoi partager un écran, bien évidemment, comme on pourra le faire en visioconférence, ma webcam, comme on pourra le faire sur une visioconférence, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qui va vraiment différer de la visioconférence? Ce sont tous les petits outils qu'il y a autour. Un premier outil, le premier outil, alors je ne sais pas si on le voit très bien là, au pire, de toute façon, on le verra. Ouais, on peut lancer, ouais. Hop. Donc, un premier outil, ça va être l'émotion. Les apprenants ont la possibilité, s'ils ne souhaitent pas s'exprimer au travers de longs discours dans le chat, de simplement mettre un petit smiley à côté de leur photo de profil. Et ce petit smiley va nous indiquer dans quel état d'humeur, dans quel mood se sent l'apprenant. C'est un point important pour nous, savoir dans quelle mesure notre discours en tant que formateur est clair. Petit exemple, il m'est arrivé, pendant que je donnais cours sur une techno comme les cookies, par exemple, les fameux cookies. Demandé comment je fais une grille de 8 paramètres en JavaScript. Donc là, vous avez un petit cours en direct par mon ami Enzo, qui donne cours. Donc c'est du Node, je crois, de tête. Hop.
Et donc voilà, vous avez ici donc la liste des apprenants qui ont la possibilité, alors là apparemment il n'y en a pas, donc c'est plutôt pas mal, de nous dire, grâce à une petite émote, nous dire bah, attention, là ouais, le cours je le trouve un peu alambiqué, ou je suis pas sûr d'avoir tout compris. Voilà, ça c'est une première action très rapide à faire quand on est côté apprenant. On est en mesure donc de dire au formateur, attention là, il faudra peut-être que tu reviennes là-dessus parce que je suis perdu. Bon, ça c'est une option. On a tous connu, quand on était formateur aussi, les élèves qui se mettaient au fond de la salle et qui se posaient mille et une questions sur ce qu'on raconte, mais qui n'osaient pas. Ça, c'est une problématique que j'ai beaucoup retrouvée en présentiel et que le distanciel a permis de régler. Alors ça, c'est quelque chose d'assez dingue parce que souvent, j'étais obligé d'attendre la fin du cours pour qu'un élève un peu timide vienne me voir. J'ai rien compris à ce que tu as dit là. Ok, ben on va essayer de reprendre, mais là, c'est la fin du cours, donc on essaiera de reprendre ça demain. Là, cette fois-ci, on a la possibilité, si on le souhaite, d'envoyer un petit MP à Enzo pour lui dire « Hey, ce truc-là, là, j'ai pas compris. » Et ça ne sera visible que de lui. Donc, Enzo, en voyant ce MP, va... Alors après, ça va dépendre un peu du formateur, mais on va dire que la culture, généralement, c'est de dire « Ah, bah, attendez, je vais revenir là-dessus, j'ai l'impression d'avoir pas été clair. » Voilà, donc, typiquement, un cas d'utilisation que le distanciel a pu régler sur ce qu'on pouvait faire en présentiel. Un autre élément super intéressant, ce sont les sondages. Est-ce qu'on peut migrer sur l'onglet des sondages? Hop là. Donc on a un petit onglet sondage dans lequel le formateur a la possibilité de poser une question à choix multiples et les apprenants peuvent y répondre. La réponse est anonyme, en tout cas pour les autres apprenants. Nous, on a la possibilité de voir qui a répondu quoi. Encore une fois, c'est pour le suivi. On a cette possibilité donc de savoir qui a répondu quoi. Et donc cette fonctionnalité des sondages, elle peut servir de deux manières. Soit tout simplement à vérifier, à accuser réception que la notion a bien été comprise. Donc tout simplement, est-ce que sur ce point-là j'ai été clair? Oui, non, pourquoi pas? Mais on peut aussi détourner cette fonctionnalité. Alors je dis détourner, mais en fait je pense qu'elle a été pensée un peu aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme petit QCM de fin de cours pour du rafraîchissement ou pour vérifier qu'en tout cas tout le monde a bien compris. Et en fonction des réponses, envisager peut-être un nouveau récapitulatif ou un retour sur une notion incomprise. Voilà. J'ai été trop long encore? Désolé, j'adore raconter ma vie. Non, mais tu voulais intervenir à la fin. Juste un mot de conclusion pour laisser de la place à des éventuelles questions. Je voulais vous laisser sur la définition de ce mot compliqué qui est le skeuomorphisme. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà identifié. C'est une technique de design souvent d'interface numérique qui consiste à imiter un objet réel lorsqu'on crée son équivalent numérique. Et en réalité, c'est un petit peu tout l'inverse de ce que Sleepers a fait, de la stratégie de Sleepers, qui n'était pas d'essayer de recréer ce qui se passe dans une salle de classe physique pour le transposer dans une salle de classe virtuelle. Et donc, par exemple, dans Sleepers, vous ne voyez pas une mosaïque de webcam parce que dans une salle de classe physique, vous voyez les visages de chacun. Et c'est très naturel de se dire, il faut voir les visages pour créer de l'interaction et pour créer ce sentiment de présence. Mais finalement, avec Sleepers, on a démontré que c'était tout l'inverse qui fonctionnait. En tout cas, voilà, avec beaucoup d'humilité. Je veux dire, ça fonctionne pour les call-o'clock, j'espère que ça fonctionne au-delà de les call-o'clock, mais en tout cas, c'est tout l'inverse du skeuomorphisme finalement qui fonctionne pour nous. C'est-à-dire qu'on crée ce sentiment de présence par d'autres biais et par la même occasion, on rend les classes virtuelles plus accessibles aussi parce qu'en évitant de trop s'appuyer sur la visio, donc le visuel, on renforce d'autres outils d'interactivité qui sont plus accessibles, notamment, je pense, aux personnes en situation de handicap. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. On sera évidemment derrière pour prolonger les discussions si besoin et on est preneur s'il y a des questions.
Merci pour votre attention. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a vu d'autres. Notamment l'import-export. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super. Juste une petite question, vous avez dit qu'avec le sondage, vous pouvez imaginer une question type QCM. Est-ce que, vous avez la possibilité d'intégrer les autres types d'activités ou est-ce que ça reste quand même le diffusion, on va dire, de la vidéo qui est en cours? Et 2, est-ce que vous avez un moyen d'avoir une traçabilité ou un suivi par rapport à le travail qui a été fait dans la classe en elle-même? Alors déjà par rapport à la deuxième question, oui, alors les Learning Analytics, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais ce sont évidemment des piliers de l'apprentissage en classe virtuelle. Et donc effectivement, oui, on a énormément d'informations sur la participation en termes quantitatifs, c'est-à-dire les heures de connexion traditionnellement, et aussi qualitatifs, c'est-à-dire le nombre de messages traités, les sondages auxquels qui ont été répondus, etc. Donc voilà, parmi d'autres exemples. Donc ça fait évidemment partie de tout ce qui est traqué avec évidemment le consentement de chacun pour pouvoir être utilisé à but pédagogique. En complément, c'est justement là-dessus qu'on se base pour détecter les différents décrochages et mettre en place les plans d'action nécessaires. Sur la première question, je reformule, est-ce que c'est la question portée sur le fait de proposer d'autres types d'activités que les sondages, c'est ça? Pour l'instant, non, mais ça fait partie de la feuille de route, ça fait partie des choses qu'on voudrait intégrer de manière parfois native ou parfois en intégration avec d'autres solutions existantes, parce que parfois les solutions existent et ça ne sert à rien de les recréer. Voilà. Donc c'est pour l'instant, la méthode pédagogique répond, enfin la solution technique répond aux besoins de la méthode pédagogique de l'École au Clock, qui est le principal utilisateur de Sleepers. Et donc pour l'instant, il n'y a pas eu une demande suffisamment forte pour d'autres intégrations. Mais par contre, on serait tout à fait ravis d'aller au-delà. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je voulais juste savoir comment s'organise le tutorat. Parce qu'il y a le formateur et le tuteur en doublon pour suivre les groupes. C'est pas bien compliqué. En fait, on assigne sur une formation. Grosso modo, les formations, comme le disait Dario, elles durent 6 mois. On va assigner un tuteur pédagogique. Donc, il y a aussi les connaissances techniques, hein, bien évidemment, sur une promo qui va donc. C'est donc ce tuteur qui va accompagner l'ensemble de la promo du début jusqu'à la fin, jusqu'à la certification, en fait. Et ensuite, l'articulation, elle va s'organiser autour des changements de formateur, souvent. Donc, on va pratiquer ce qu'on appelle le switch chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où le formateur va changer, on va faire un petit point de l'équipe pédagogique, donc avec le formateur qui est intervenu, le formateur qui va intervenir, le tuteur de la promo qui connaît très bien l'ensemble des apprenants. Et donc, on va faire un point individuel sur chacun d'entre eux. Ce point, ensuite, va nous servir, nous formateurs, pour adapter la pédagogie si jamais on ressent que le groupe a besoin peut-être de plus d'explications sur certaines notions ou ce genre de choses. Le tuteur, quant à lui, il est à la disposition de la promo pendant le cockpit. Ce qu'on appelle le cockpit, c'est donc la phase de cours. Pendant cette phase de cours, le tuteur, il est présent. On l'a vu tout à l'heure, c'était Charlie qui accompagnait Enzo. Et il est là pour animer le chat, répondre à des questions, soit directement dans le chat, soit il reçoit lui aussi des messages privés. Voilà, grosso modo, au niveau du tutorat. Et bien évidemment, après, il y a un suivi plutôt qui va se traiter de manière administrative, puisqu'on va faire des relevés, notamment sur le nombre de messages, le nombre de questions, et ainsi de suite. Et derrière, après, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous les parcours, qui sont en fait les évaluations, qui sont, elles, corrigées aussi par le tuteur, en l'occurrence. Donc les évaluations, ce sont les validations de compétences sur chacun des titres. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? J'ai une dernière question.
Moi, j'ai une question. Combien d'heures de cours par jour ils ont? Parce que c'est vrai que... Et l'autre question, du coup, c'était... deux questions. Du coup, les apprenants qui décrochent, ou qui... En fait, vous faites beaucoup de data sur comment participent les apprenants. Et ce qui vous permet d'éviter le décrochage, c'est que vous faites un suivi très précis des apprenants. Vous diriez ça comme ça? Alors, le suivi, mais le suivi peut se déclencher que parce qu'on a la donnée. Donc en fait, les deux, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant comme question. Mais oui, voilà, grosso modo, parce qu'on arrive à détecter grâce à la data qu'il y a un décrochage, on va maximiser le suivi en mettant en place donc un gros échange entre, souvent le tuteur participera à ces échanges puisqu'il connaît bien l'apprenant, un conseiller parcours apprenant qui va peut-être pouvoir apporter son aide aussi à l'apprenant parce qu'on a détecté plus un problème de méthodologie de travail plus qu'un problème vraiment d'intérêt pour la formation. Parce que généralement, l'intérêt pour la formation, il naît un peu avant. Voilà. Donc oui, il y a un fort suivi, mais qui ne peut s'intégrer que parce qu'on a la donnée. Cette donnée-là, quand on est en présentiel, on peut la voir parce qu'on va voir l'apprenant en train de dormir au fond de la salle sur sa table. En distanciel, ce n'est pas forcément le cas. Et l'autre question qui concernait plutôt le nombre d'heures, donc on commence généralement une session de cours, elle commence à 9 heures, avec une petite pause entre 10 et 11 heures en fonction du cours, et une petite pause de midi à 13 heures pour finir à 15 heures. Ça fait 5 heures. Voilà, en fait, on raccourcit, on ne va pas jusqu'à 17 heures, parce que 17 heures, c'est le temps d'exercice en autonomie chez nous, où on va leur fournir un exercice à réaliser pour le lendemain, à corriger, bien évidemment. C'est du plein temps, ouais. Pendant 6 mois, donc du temps plein pendant 6 mois, avec seulement 3% d'abandon. C'est un chiffre dont on est particulièrement fier, parce que sur des formations à distance, on est plutôt sur du décrochage à 2 chiffres. Voilà. Merci à vous. Merci Sébastien, merci Dario, bravo.